Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ici. On parle de no-code et d'IA, pas mal d'IA en ce moment, pas mal de Claude aussi, évidemment. C'est le buzz du moment, vous n'avez pas pu passer à côté. La fonctionnalité Computer Use de Claude qui vous permet, qui va permettre, en tout cas dans le futur, de vraiment faire de l'automatisation sur vos ordinateurs. Alors, il y a eu plein de vidéos, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Il y a la vidéo de notre ami Shubham, qui est très bien sur ce sujet. Allez la voir. Vous verrez une démo un peu concrète. Il y a eu aussi des démos faites par Anthropic. Donc, je vais pas vous refaire ça. Je vais pas, d'autant que Shubham a fait aussi un petit tuto pour que vous puissiez tester vous-même. Et moi, je vais vous expliquer plutôt. C'est un petit challenge pédagogique. Mais j'ai envie de vous expliquer un petit peu plutôt comment ça marche. Parce qu'en fait, premier truc que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est pas Claude qui fait bouger votre souris. Ça, c'est important de le comprendre. Et que, en réalité, c'est bien plus profond que ça. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans le nouveau modèle Claude 3.5 Sonnet, eh bien, ils ont entraîné avec l'idée que Claude peut maintenant avoir conscience d'outils. Et ces outils, à travers des API, vous allez pouvoir expliquer à Claude quels sont ces outils. Allez, on va tout de suite passer sur l'écran. Je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo qui va être un peu théorique. J'ai essayé de vous expliquer des trucs. Et puis voilà, on va en discuter à la fin. On ira quand même, évidemment, comme tout le monde, faire la petite démo, de voir la souris qui bouge. Mais surtout, moi, j'ai envie d'essayer de vous expliquer un petit peu cette histoire d'API, de tools, de computer use, qui me paraît vraiment intéressante, même si elle est très technique, et que peut-être que vous n'allez pas l'utiliser directement. Mais en tout cas, j'ai envie de vous l'expliquer. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Peut-être surtout que je vais pas réussir du tout à vous l'expliquer. Vous me le direz dans les commentaires. Je referai une autre vidéo. C'est un petit challenge, mais on y va. On va tenter le coup. Alors là, je suis sur l'article de blog qui annonce deux choses en même temps. La nouvelle version de 3.5 Sonnet, la version 3.5 Haiku, donc le petit modèle, mais qui est maintenant en version 3.5, avant il était en version 3, et le Computer Use. Et en fait, tout ça est lié, notamment le Sonnet, qui a reçu un nouvel entraînement, et qui donc a maintenant une notion, une nouvelle capacité, qui s'appelle le Computer Use. Et donc, ce qui a attiré mon attention, parce que évidemment, on a vu passer les démos avec des écrans, des trucs qui bougent, etc. Mais ils me disent c'est available today on the API, donc l'API, à travers l'API. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est une API ou c'est une souris qui bouge? Et en fait, vraiment, j'ai creusé un peu, et très franchement, c'est compliqué. Alors, le premier truc aussi que j'aimerais vous souligner, c'est ce qu'ils disent ici. Tout ça est très franchement très expérimental. Donc, ça montre un futur très intéressant. Néanmoins, j'aimerais aussi calmer un peu les choses, si je peux me permettre. En tout cas, je vais être un peu le rabat-joie de service, comme souvent. Très franchement, c'est pas aujourd'hui que vous allez avoir, vous pourrez utiliser ça concrètement sur votre ordi, parce qu'il manque des briques, en fait, et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Claude fournit le moteur de tout ça, mais il manque la brique qui fait bouger votre souris, et qui peut faire bouger d'autres choses que votre souris, d'ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir un petit peu. Donc, si on clique sur ici API, on se retrouve ici sur cette page que j'ai trouvée très intéressante. Alors très franchement, elle est un peu costaud, ça m'a pris un peu du temps pour la lire, etc. Mais la première chose en fait qui est intéressante, c'est qu'ici, il parle de tools. Et donc en fait, ce qui est sous-jacent, il y a deux choses, et franchement, je suis désolé vraiment si c'est pas très clair, mais dites-le moi, mais c'est qu'en fait, le computer use se base sur la notion d'outils, tools. Et donc en fait, si je clique ici, j'arrive sur une page qui s'appelle Tool Use et Function Calling. Et là, en fait, on se rend compte que ça utilise quelque chose qui était aussi disponible chez OpenAI depuis un moment, qui est la notion de fonction. Si vous êtes un petit peu calé en IA, que vous avez regardé du côté des assistants, des custom GPTs d'OpenAI, vous savez qu'il y a une fonction qui s'appelle, une fonctionnalité qui s'appelle l'appel de fonction. Et ça permet d'ajouter de l'intelligence dans les custom GPTs, notamment, par exemple, et c'est l'exemple qui est pris ici aussi, qu'on va un petit peu décliner, si vous voulez poser une question, par exemple, demander à ChatGPT quel est le temps qu'il fait à Paris, vous pouvez lui dire, si quelqu'un te demande quel est le temps, tu peux appeler telle API qui va te donner l'information et tu vas pouvoir traiter cette information. Et en fait, le tool use, c'est une extension de ça, c'est vraiment une notion de rendre tout ça très générique. Et donc, vraiment, accrochez-vous, c'est peut-être pas très évident, mais donc ici, comme vous le voyez, parce que tout ça se passe par l'API, en gros, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous posez une question à Claude à travers l'API, à Claude 3.5 Sonnet précisément, la dernière version, vous pouvez aussi lui indiquer des outils qu'il peut utiliser pour répondre à cette question.
C'est ce que vous voyez ici, par exemple, ici dans le Tools, ici, eh bien, il y a un tableau d'objets, alors où il y a un seul objet, qui est l'outil GetWeather. La description, ça permet d'avoir le current weather dans une given location, donc à un endroit précis. Et en gros, c'est une fonction qui prend une propriété qui est la localisation. Et donc, en gros, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que quand Claude reçoit une question, si la question demande la météo, eh bien, il sait que l'utilisateur qui pose la question a à sa disposition un outil qui permet de récupérer la météo. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas Claude qui va chercher la météo, c'est pas Claude qui appelle l'API de la météo, qui appelle OpenWeatherMap ou n'importe quoi. Il vous dit qu'il faut l'appeler, vous le faites, vous lui renvoyez la réponse, et lui, il ajoute ça dans son CLM, il vous répond. Allez, je vous montre ça concrètement. J'ai fait une petite presse, ça arrive très rarement, mais j'ai envie quand même de vous montrer ça avec un petit schéma, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'expliquer. Allez, on est parti. Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est juste pour faire joli. Voilà. Alors, à la base, on a Claude. Claude, c'est un LLM. Il sait manipuler que du texte. Voilà. C'est un LLM qui fonctionne sur les serveurs d'Anthropic, et vous pouvez lui poser des questions, soit à travers l'interface conversationnelle, soit par API. Donc, quand vous lui posez une question par API, vous envoyez une requête d'API et lui, il vous répond. Et bien maintenant, vous allez pouvoir, le concept global, c'est que vous allez pouvoir donner à Claude la connaissance d'outils. Vous n'allez pas lui donner les outils en tant que tels, vous allez lui donner la connaissance de ces outils. Donc, quand vous allez lui poser une question, vous allez lui dire qu'il a à sa disposition certains outils. Donc, admettons que je pose la question de « J'aimerais partir à Marseille demain. Quel est le meilleur moment pour arriver en vélo ?» Claude, le LLM, vous le savez, il ne sait pas quand c'est demain, il ne sait pas quelle est la météo à Marseille, il ne sait même pas où c'est Marseille, il sait éventuellement ce que c'est Marseille, que c'est une ville, etc. Il peut vous donner du texte par rapport à Marseille, il peut vous donner les instructions, mais il ne sait pas voilà, toutes ces informations-là. Et donc ça, eh bien, on va maintenant pouvoir, si on modifie un petit peu notre requête, qu'on lui envoie non seulement ce texte, mais aussi une description des outils, un petit peu comme vous l'avez vu dans la doc. Je ne vais pas rentrer vraiment dans l'API. Mon but, c'est pas de vous expliquer comment utiliser le Tools API, etc., parce que c'est vraiment compliqué, mais c'est vous expliquer le principe. Et donc, on fait ça, et eh bien, du coup, ce que ça fait, c'est que Claude, en fait, devient augmenté, et il a des compétences. Il a des compétences qui sont récupérer le temps, les fuseaux horaires, la météo. Et donc, lui, quand vous posez cette question, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va vous répondre en retour de requête, appelle la fonction getWeather avec le paramètre Marseille et le fuseau horaire récupéré par la fonction getTime. Voilà, c'était pour faire un exemple un peu plus complet. Et maintenant, à vous, système appelant de Claude, donc de faire cette requête. Et donc vous devez, et ça se passe en dehors de Claude, et ça c'est vraiment très important, c'est vraiment, parce que ça on comprend pas très bien, et après je vais aller dans le conteneur Docker, etc., vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne visuellement, mais en gros c'est à vous de faire ça. Et donc là en fait il faut que vous ayez un système, il faut que vous ayez déjà un fournisseur de météo, OpenWeatherMap par exemple, ça c'est très facile, mais il faut que vous ayez un système qui va faire la requête, et qui ensuite va renvoyer ces informations à Claude. Voilà, et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu dans le monde du logiciel un middleware, un logiciel intermédiaire qui fait cette partie-là. Dans tous les exemples que vous avez vus, dans la vidéo de Shubham ou dans les exemples, eh bien, en fait, c'est quelque chose que vous avez dans votre conteneur Docker, dans un des conteneurs Docker, c'est un script Python, il me semble, qui fait ce truc-là, qui fait tout cet intermédiaire. Ça, c'est important à comprendre, c'est pas Claude qui fait ça. Voilà. Donc Claude, en fait, lui, vous lui renvoyez la température, 35 degrés, et il va pas pleuvoir. Et lui, il va mouliner tout ça. Et là, il est en mode LLM, c'est bon, les outils, c'est oublié, il a eu sa réponse. Lui, il prend juste la question que vous lui avez posée, les informations, et là, maintenant, il vous répond, demain, mieux vaut arriver le matin parce qu'il fera moins chaud, parce que sinon, il va faire 35 degrés. Voilà. Et donc là, eh bien, vous avez eu cette réponse, une réponse enrichie, voilà, des informations qu'il sait. Il sait, par exemple, en tant que LLM, il sait que c'est mieux de faire du vélo le matin, parce que sinon, après, il fait chaud, et que comme il va faire chaud, eh bien, voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'intelligence des LLM, ça, vous n'avez pas besoin de... Voilà, ça j'espère que c'est clair, parce que ça déjà c'est un peu technique. Donc ça c'est vraiment le tool use, ça c'est le fondamental, et je trouve que c'est vraiment super intéressant parce que ça laisse vraiment imaginer des choses très très intéressantes. Le computer use, eh bien ça se base là-dessus. Simplement, vous le voyez, je peux venir ici, l'objet tools, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est des tools, c'est computer, éditeur de texte, bash qui est la ligne de commande. Et donc ça, vous allez pouvoir lui décrire des choses comme ça. On pourrait même imaginer dans un futur que c'est par exemple l'outil que l'on donne accès à Claude, c'est un bras robotisé. En fait, vous n'allez pas lui donner accès à un bras robotisé, vous allez lui dire il y a un bras robotisé dans l'environnement avec lequel tu évolues, dis-nous quoi faire de ce bras,
Et ensuite, on fera un middleware, on fera un truc qui bougera le bras, parce que lui, il n'en sait rien. Il faut juste lui dire, le bras, il peut faire comme ci, comme ça, voilà. Mais c'est déjà inclus. Il sait, par exemple, quand on lui dit c'est un ordinateur, il sait ce que c'est un ordinateur, on lui donne la résolution, et il comprend qu'ensuite, il peut modifier ça. Donc si je reviens ici, si je continue mon exemple, je reprends un autre exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, les tools, c'est computer, browser, bash, par exemple. Voilà. Et donc là, on lui dit, réserve-moi un billet de train pour Marseille. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'y aller en vélo, il va faire trop chaud. Réserve-moi un billet de train. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui dit, tu as à ta disposition un browser, un computer, mais on va aussi lui envoyer une capture d'écran du navigateur pour qu'il ait le contexte. Forcément, il a besoin de savoir. Si on lui dit, tu as un navigateur, il faut lui montrer à quoi ça ressemble. Et c'est ça qui est fort, c'est que Claude, maintenant, sait traiter tout ça, aussi grâce aux compétences multimodales, etc. Donc, voilà, on lui donne ça. Lui, il est augmenté, il sait, il te dit, déplace le curseur, première action, déplace le curseur de 10 pixels vers la droite et fais un clic droit. Et ça, maintenant, le middleware de notre côté, de côté qui appelle, il faut faire cette action. Ça, c'est pas Claude, encore une fois, j'insiste un peu là-dessus et je répète, mais ça, c'est ça la pédagogie, c'est de répéter les choses. Il vous faut un truc qui va bouger le curseur, qui va cliquer, qui va reprendre une capture d'écran et qui va la renvoyer à Claude. Et ça, c'est la dernière étape. Ça va la renvoyer. Voilà, et lui, il sait maintenant que. Et puis là, après, il va y avoir plein d'allers-retours. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans la démo, dans l'environnement de production, dans l'environnement de test, justement, pas de production. C'est certainement pas tout ça, n'est certainement pas à utiliser en production pour l'instant, mais dans l'environnement de test. Allez, ça va être la dernière partie de la vidéo. On va aller justement, je vais lancer le conteneur Docker et on va aller, les conteneurs, il y en a plusieurs, l'environnement pour qu'on teste un petit peu et qu'on voit comment, dans notre démo, ce que je viens de vous expliquer se matérialise. Alors, si vous voulez savoir un peu plus sur Docker et tout, allez regarder la vidéo de Shubham, elle est très bien. En gros, il faut lancer cette commande. Voilà, c'est un petit peu technique, il faut installer Docker avant, etc. Mais une fois que vous l'avez fait, ça va vous lancer un système qui est en place. En fait, ça va vous générer un environnement virtuel, un petit ordinateur sous Debian, qui est une distribution Linux, et à laquelle vous allez pouvoir vous connecter grâce à un logiciel qui s'appelle VNC. Et en fait, c'est juste une prise de contrôle à distance. Ça pourrait être aussi un serveur distant, vous pourriez le déployer sur un serveur AWS ou quelque chose. Et donc, ce mode de VNC, vous vous connectez à travers le navigateur. Donc là, je suis dans une fenêtre Chrome sur l'adresse 8080 parce que c'est dans mon environnement local. Et donc là, en fait, ce que vous voyez, j'ai envie de détailler un petit peu ça, cette partie à gauche, c'est le middleware. Ça, c'est le Python, la partie en code Python qui a été développée par les gens d'Anthropic pour que vous puissiez tester ce qui est derrière, pas dans mon environnement local, sur Internet, dans le cloud de Claude, pardon pour l'allitération, je sais pas, non, c'est pas ça, une allitération, c'est pas grave, mais voilà, bref, vous avez compris. Et donc, c'est ça. Et vous allez voir comment ça se passe, parce que c'est vraiment intéressant. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est un ordinateur sous Debian, voilà, avec un desktop, donc un environnement de travail. Donc, vous voyez, c'est un peu Inception, parce que là, c'est pas mon ordinateur à moi. C'est pas mon ordinateur. Là, si je clique, alors je peux même prendre le contrôle, hein. Je peux cliquer ici, je prends le contrôle, et là, je peux ouvrir Firefox. Donc, j'ouvre Firefox dans mon navigateur Chrome. Si vous n'arrivez pas à percevoir un petit peu cette inception, c'est pas grave, c'est quand même, on est dans un truc un peu avancé, mais je pense que tout le monde peut y arriver à y comprendre. Et là, si je veux, je peux aller sur un site web, etc. Je peux aller sur YouTube et tout. Mais je ne suis pas sur mon ordinateur. Et c'est vraiment peut-être pas plus mal, parce que pour l'instant, tout ça est très expérimental et vous n'avez pas envie d'abîmer des choses sur votre ordinateur. Et surtout, vous n'avez pas envie forcément de donner accès à votre ordinateur, parce que on peut faire confiance a priori à Anthropic, mais on ne sait pas. Peut-être que là, ce middleware qu'ils ont créé, peut-être que lui, il va se connecter, il va aller siphonner mes numéros de carte bleue, j'en sais rien. Je fais confiance à Anthropic, mais demain, quand d'autres personnes vont vous proposer ce truc-là, parce que là, au moment où on parle, il y a forcément des développeurs qui sont en train de travailler pour implémenter justement l'API là, de Claude, je vous conseille de faire attention à ne pas tester tout et n'importe quoi. C'est pour ça que l'environnement, et Anthropic évidemment, sont très au courant de ces choses-là, et vous donne un environnement conteneurisé qui n'est pas risqué. Et donc là, qu'est-ce que je vais lui dire ? Eh bien, je vais pouvoir ici avoir une fenêtre de chat où je vais lui envoyer des messages. Et ça, ces messages-là seront envoyés. On va regarder ça tout de suite avec un dernier exemple avant que cette vidéo ne dure des heures et des heures. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire un truc assez simple. C'est vraiment pas un cas d'usage très intéressant. D'ailleurs, j'attends de voir aussi un peu des cas d'usage un peu intéressants, même si je pense que tous les cas d'usage de la RPA, donc de l'automatisation robotisée habituelle, peuvent s'appliquer à ça, évidemment. Mais je suis sûr qu'il y a aussi plein de gens créatifs qui vont proposer des choses intéressantes. Là, moi, juste ce que je vais faire, je lui demande donne-moi les horaires de train
pour Marseille demain. Voilà un peu l'exemple que j'ai pris dans ma présentation. On envoie et comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Donc là, j'ai pas tapé dans la tête de Claude. Là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, l'agent, il prend ma demande, il l'a envoyée. Claude a répondu, il faut que tu utilises l'ordinateur, que tu me fasses un screenshot et que tu me renvoies. Ensuite, il lui dit, maintenant, il faut que tu bouges la souris. Maintenant qu'il a vu qu'il y avait un navigateur, tu bouges la souris, tu vas cliquer. Vous voyez? Donc, maintenant, il dit, il faut que tu fasses des clics droits. Et à chaque fois, il renvoie la capture. Et voilà, ensuite, il lui dit, bouge la souris. Ensuite, ensuite tape le texte www SNCF Connect. Puis, tape return, machin. Et voilà. Maintenant, il dit, je vois qu'il y a une vérification de sécurité sur le site. Pour avoir j'aurais besoin de quelques informations. Quelle est votre, à quelle heure souhaitez-vous partir? Donc là, c'est intéressant. D'ailleurs, on voit que il veut SNCF Connect, c'est très intéressant et on va s'arrêter là. Mais SNCF Connect, évidemment, comme beaucoup d'outils, ne veut pas être scrappé, ne pas être par des robots. Et donc, il y a un slide. Alors ici, il se trouve que je peux le faire puisque j'ai le contrôle sur cet environnement. Donc, je peux le faire. Si on était dans un mode complètement autonome, eh bien, vous voyez bien que c'est les limites et qu'on est dans quelque chose de très expérimental. C'est qu'en réalité, ça ne marcherait pas. Là, notre ami Claude, malheureusement, il n'est pas assez intelligent pour déjouer la capture. Voilà. Alors peut-être que si je lui donnais du texte encore, mais là en tout cas il s'est arrêté, il est bloqué, vous voyez. Alors on est dans un mode conversationnel, donc je pourrais lui dire regarde, il faut que tu slides, machin. Ou alors je le fais moi et puis on continue. Sauf que si je le fais moi, bah en fait je peux taper Marseille et tout, donc voilà. Mais bref, ça c'est sur les cas d'usage, on fera des vidéos plus tard, on va regarder un petit peu tout ce qui se fait. Là c'est la technique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez tout ce flux d'échanges entre notre agent local et l'API de Claude. Mais Claude ne fait que de répondre. Vous voyez, en fait, ici, vous pouvez voir tous les échanges HTTP. Si vous êtes un petit peu calé en API, vous pouvez regarder, c'est très, très passionnant. Vous voyez les requêtes et les réponses. Donc, la requête, là, je peux voir la requête de l'agent, toutes les informations, avec les tools. Donc, ça, c'est la demande. Donne-moi les horaires, machin. Là, c'est toute la partie système. Ça, c'est notre agent qui lui a dit tu es en train d'utiliser une machine virtuelle Ubuntu, machin. Je pensais que c'était Debian d'ailleurs. Bon, c'est Ubuntu apparemment. Mais bon, bref, voilà. Il y a Firefox, machin. Voilà les tools que tu as à ta disposition un ordinateur, le texte, etc. Tout ça est envoyé. Et là, il y a la réponse. Et voilà, ensuite, j'ai les différentes réponses. Voilà ce qu'il faut que tu me donnes. Je veux que tu me fasses un screenshot, que tu me dises. Et ensuite, voilà, il y a tous les différents échanges. Comme ça, on renvoie réponse, etc. Et vous voyez, donc ça, c'est les échanges vraiment HTTP. Donc, très franchement, je vous montre ça pas pour que vous ayez essayé de le mettre en œuvre, vous. Laissez des développeurs, enfin, sauf si vous êtes dev et que vous êtes hyper calé, mais sûrement que vous n'aurez pas besoin de ma vidéo si vous êtes hyper calé, vous avez juste lu la doc. Mais c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que des gens construisent des agents. Peut-être que Anthropic va le faire. Là, ils ont fait un agent un petit peu rudimentaire, mais peut-être d'autres gens vont faire des agents plus spécialisés. Je pense qu'on va pas manquer de voir ça sur Product Hunt, etc. Mais vous voyez que c'est très intéressant. Claude, Anthropic ne se place que comme un fournisseur d'intelligence, pas des outils en eux-mêmes. Les outils, ensuite, c'est localement. Et donc, il y a un agent qui fait l'intermédiaire entre le modèle intelligent et puis l'environnement local. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu jusqu'ici sur Internet. Bon, machin, c'est cool, ça fait bouger les souris et tout. Mais voilà, je pense que ça valait le coup. C'était peut-être un peu technique, j'ai peut-être pas bien expliqué. Dites-moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin que juste le buzz du moment. C'était sympathique, effectivement. Moi, j'attends maintenant de voir des cas d'usage. Et ça, moi, je suis pas forcément très bon pour trouver des cas d'usage très intéressants, mais peut-être que si j'ai des idées, je vous les partagerai. Si vous en avez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller regarder aussi ce qui se fait du côté de la RPA traditionnelle, des outils comme UiPath, des outils comme Automate Anywhere, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, voilà, qui peuvent aussi vous montrer, aussi vous faire comprendre ce que c'est que cette notion d'agent sur votre ordinateur qui fait déplacer la souris à votre place. D'ailleurs, à mon avis, il pourrait très bien, je serais pas du tout surpris que un jour on entende parler d'un partenariat entre UiPath et Claude, par exemple, puisque Claude pourrait aider à ce que les agents de UiPath deviennent autonomes, même si à mon avis UiPath, qui est une grosse société, peut aussi faire tout ça en interne. Probablement qu'ils y travaillent d'ailleurs déjà depuis un moment. C'est des choses que moi je connais pas très bien. On est plus spécialisé dans l'automatisation cloud avec Zapier et Make. Mais voilà, une longue vidéo. Mais c'est ça, il faut prendre le temps aussi de démystifier. J'aurais pu vous faire une vidéo de 5 minutes où je vous aurais montré des trucs un peu magiques.
Moi, franchement, ça m'intéresse pas trop. Mais il y a des gens qui font ça très bien aussi. J'ai trouvé que la vidéo de Shubham était très, très cool d'ailleurs. Il disait, d'ailleurs, ça m'a fait rire qu'il disait « Ah bah voilà, c'est une vidéo pas très montée, etc. » Bon, je pense que même déjà sur sa vidéo, c'est un niveau de production au-dessus de la mienne. Moi, j'aime bien les vidéos comme ça, spontanées. C'est comme ça qu'on fait aussi. De toute façon, moi, je sais pas faire autrement. Shubham lui fait très bien aussi des vraies vidéos de youtubeurs. Donc, c'est très cool. Bref, moi, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, mettez des commentaires surtout, et on va continuer ensemble à comprendre un petit peu le buzz de l'IA.